Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ProRender, donc une nouvelle fonctionnalité de Cinema 4D R19 qui permet de calculer ces images de manière beaucoup plus interactive qu'avant, plutôt plus rapide je pense, qui utilise le système PBR, donc c'est un système différent pour calculer les images. Et alors ici on va simplement se renseigner un petit peu sur toutes les fonctionnalités qui sont disponibles, toutes les options, essayer de les comprendre, découvrir ensemble, et après on fera une petite scène rapidement de test histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais me cacher et c'est parti. Alors pour activer le ProRender, la première chose à faire ça va être dans les réglages de rendu et d'aller chercher le ProRender pour pouvoir l'activer. Donc une fois que c'est fait, tout disparaît et nous avons ProRender. Donc la première chose qu'on peut constater c'est la disparition des multipasses. Si je veux en créer, il ne se passe rien. La seule multipasse qu'on peut créer en quelque sorte, ça va être l'occlusion ambiante qu'on aura là. On verra un petit peu plus tard. Donc dans ce paramètre, dans ces réglages de rendu, on aura tout ce qui nous intéresse pour régler notre ProRender et on va voir chaque détail. Donc on a le rendu final, donc ça ce sont les paramètres liés lorsqu'on cliquera sur ce bouton. Et nous avons les paramètres d'aperçu, c'est ce qu'on verra dans notre vue de perspective, etc. Donc maintenant qu'on a activé notre ProRender, eh bien on va pouvoir faire quelques tests. Donc on va aller chercher par exemple, un petit disque tout simplement, une petite sphère qu'on va poser dessus, tout simplement. Et on va activer un ciel, donc ça fonctionne avec le ciel, pas le ciel physique. Et quand on charge le ciel, on va avoir un HDR qui sera déjà en place et une lampe de base déjà en place qui nous permettra d'avoir un rendu immédiat. Pour activer le rendu ProRender dans cette fenêtre de visualisation, il nous suffit de cliquer sur ProRender et utiliser cette fenêtre comme vue ProRender. Donc on a démarrer ProRender et la qualité du rendu. Donc on peut cliquer sur démarrer ProRender, donc ici c'est simplement un raccourci de démarrer ProRender. Et qualité aperçu, c'est le raccourci pour changer aperçu à rendu final. Si on active le rendu final, donc on va avoir ces outils, ces options qui vont être utilisées, mais pas toutes. Il y a certains changements, il faudra vraiment faire un rendu final pour les visualiser. Je vous dirai lesquels très clairement, tout simplement. Donc, on va rester en aperçu pour le moment, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a quelques fonctionnalités qui ont été rajoutées avec ProRender qui fonctionnent particulièrement bien justement avec ce moteur de rendu. Donc si on va dans Créer pour mettre un matériau, eh bien nous avons un nouveau matériau PBR. Donc c'est le même, si vous voulez, que le matériau de base de Cinema 4D, sauf avec quelques petites fonctions qui sont grisées, brouillard, diffusion, environnement, lueur, puisque elles ne sont pas physiquement correctes, ça n'existe pas tout simplement, donc elles ne sont pas disponibles. Et on verra que dans couleur, en fait, la couleur n'est pas activée de base. Nous avons que les réflexions. Alors vous avez sans doute déjà vu sur la chaîne un tuto de Juan Batista qui vous montre une autre manière d'activer, de faire de la couleur sur vos objets. Il y a également Grayscale Gorilla, il me semble, qui avait fait un tuto pour montrer comment améliorer les temps de rendu. Et il dit de désactiver le canal couleur, d'aller dans réflexion et de créer une réflexion lambertien. Et bien avec le New PBR matériau, nous avons ici de base une diffusion par défaut qui est en lambertien. Et donc nous avons tout simplement les mêmes réglages et ça va plus vite. Donc voilà, si on veut changer la couleur, c'est ici que ça se passe. Par exemple pour avoir un beau violet, hop, nous avons une sphère violette. Ensuite nous avons la spécularité de base qu'on a, qui est ici du coup une Beckman, et après on peut rajouter voilà, des réflexions supplémentaires, etc. Créer notre matériau comme vous avez l'habitude de le faire. Donc c'est voilà, c'est on va dire plutôt pas mal. Alors là, on constate que notre sphère n'est pas belle, puisque l'option sphère parfaite ne fonctionne pas. Il va faire comme par exemple dans Octane, il va prendre réellement votre géométrie, la géométrie de votre sphère qui est telle quelle. Donc du coup, ça crée des petits soucis lors du rendu. Il suffit simplement d'augmenter le nombre de polygones et on aura un rendu parfait. Utiliser démarrer ProRender.
Quand vous démarrez ProRender, vous verrez à chaque fois qu'il y a un petit temps de calcul, il compile les textures, il charge dans votre carte graphique les géométries, etc. Et après, boum, il balance le rendu. Et une fois que c'est fait, on voit qu'on peut tourner autour de manière assez fluide, assez interactive, choisir la taille de la sphère. Alors, je vous dirais pas de travailler directement dans cette vue, puisque c'est quand même un peu cancer. Si vous avez une scène très lourde, ça va quand même pas mal ramer. Là, on est sur quelque chose d'excessivement simple. Mais bon, pour vous expliquer, c'est parfait. Moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est pas d'utiliser votre vue perspective, parce que démarrer le ProRender, l'arrêter, etc., ça va être un peu fastidieux. Et on va tout le temps avoir besoin un petit peu de toucher nos géométries. Bon, pas toujours. Pour toucher les textures, il n'y a pas de problème. Mais si on a besoin de toucher les géométries, je vous conseille d'aller dans Fenêtre, euh, nouvelle vue, voilà. Et donc ici on choisit la vue qui nous intéresse. Donc on clique dedans, on fait Maj V, et là on va pouvoir changer de vue, vue parallèle, etc., etc. Donc on se met où on veut. C'est toujours assez rigolo d'avoir une vue par exemple avant, et on va utiliser cette vue comme ProRender et on va le démarrer par exemple. Et maintenant vous avez votre vue, et quoi que vous fassiez ici, c'est fluide quand vous travaillez, puis vous avez votre rendu qui se fait en même temps. Donc, je vais et on va reprendre une vue perspective, voilà, et on va se placer, par exemple ici. Voilà, comme ça pour travailler, eh bien, vous n'êtes pas gêné par le rendu qui est en cours et puis vous avez une bonne prévisualisation, etc. Donc c'est ce que je vais vous conseiller de faire. On pourrait même aller l'accrocher, par exemple juste au-dessus, etc. On fait un peu ce qu'on veut. Alors pour le tuto, je ne vais pas faire ce que je viens de vous conseiller, puisque je ne vais pas éditer ma géométrie constamment. Bien, donc il y a encore une petite chose qui a été créée de très sympathique. Donc si je crée une lumière et puis que je viens la placer là, on voit qu'elle fonctionne parfaitement. Et dans lumière, on a nos détails, on peut aller choisir une lumière surfacique. On voit qu'on peut pas utiliser les ombres, etc. Puisqu'elles sont forcément de base activées en fait. Et voilà, dans le détail, on a quelques petites options. Mais il y a une autre lampe qui a été créée, donc si on clique, c'est la lumière PBR qui est plus adaptée en tout cas à ce style de rendu. Donc la vraie différence, ça va être, donc on va quand même pouvoir modifier l'intensité si on veut que la lampe pulse beaucoup plus, mais plus la taille sera importante, plus il y aura d'éclairage, même si on ne touche pas à l'intensité de votre lampe. On voit que là elle est beaucoup plus grosse, ça éclaire beaucoup plus puisque la surface de luminescence est beaucoup plus importante. Donc voilà, c'est une lampe qui est conseillée d'utiliser lorsqu'on utilise le ProRender tout simplement. Donc je vais la supprimer pour le moment et on va voir maintenant les réglages de rendu directement, essayer de comprendre un petit peu cette usine à gaz qu'est ProRender. Donc, enfin une usine à gaz, vraiment façon de parler parce que je trouve ça très simple. Donc nous sommes en aperçu et on va commencer par l'aperçu. Mode de rendu. Donc concrètement, je vais vulgariser ce que vous pouvez lire et comprendre ici. On a le rendu total, on a un rendu de prévisualisation qui ne rend pas forcément le calcul beaucoup plus rapide, mais enfin, sur une scène comme ça on ne le voit pas, mais ça peut alléger un petit peu votre scène et le calcul pour vraiment voir votre matériau par exemple, ça peut être utile. Et nous avons l'occlusion ambiante, donc avec sa petite valeur pour pouvoir gérer la taille de votre occlusion ambiante. Donc ce qu'il faudra faire, ce sera utiliser deux rendus si vous faites une vidéo avec en illumination globale et une autre vidéo avec l'occlusion ambiante pour pouvoir récupérer tout simplement cet effet. Et après ça se compile très bien dans After Effects, mais il faudra penser à faire tout simplement deux rendus différents pour vos images pour pouvoir retravailler cette occlusion ambiante. Nous avons donc ensuite la profondeur de champ qu'on peut activer ou non. Donc pour que la profondeur de champ fonctionne, il va simplement aller falloir créer une petite caméra. Et on va rentrer dedans. On va se mettre ici, je vais créer un cube pour le mettre en premier plan. Voilà, qui nous gêne. Et la caméra, on va lui indiquer la mise au point. Donc ici, on va sélectionner l'objet sphère. Donc il va prendre l'endroit où est le gizmo de notre sphère. Si je déplace mon gizmo, la mise au point sera ailleurs de notre sphère.
Donc caméra, sphère, on va aller dans rendu physique et nous avons le f-stop. Plus la valeur est petite, plus il y aura de flou de profondeur de champ. Donc là j'ai diminué à 1 et on voit que ici j'ai une profondeur de champ. Alors j'ai fait un tuto sur Cinema 4D qui vous explique ça de manière extrêmement précise, etc. que vous trouverez facilement sur tuto.com, Sylvain Favre, et c'est formation complète Cinema 4D, donc il y a partie théorique et pratique, et il y a le bundle avec les deux. Partie pratique ici. Je vous explique vraiment tout ça en détail, mais pour en rajouter un peu plus votre scène aura une échelle petite, plus le f-stop, plus la profondeur de champ aura tendance à être vraiment très très forte. Donc des fois quand les scènes sont très grosses, il faut mettre des valeurs vraiment ridiculement petites, vous aurez quasiment jamais sur un appareil photo, pour vraiment avoir une belle profondeur de champ. Donc ici on a la profondeur de champ qui est activée ou non, donc il faut savoir que la profondeur de champ c'est toujours un peu long à calculer, c'est un grain qu'il faut travailler, mais bon ça fait le taf, c'est plutôt pas mal et assez rapide par rapport au moteur standard ou physique, c'est quand même plutôt sympa. Profondeur de rayon, eh bien ça va être le nombre de rebonds de rayons que vous allez avoir. Je vais un petit peu modifier ma scène pour vous montrer. Donc mon matériau, je vais activer de la transparence. Et voilà, si je mets une profondeur de rayon de 1, il n'y a aucun rebond. C'est-à-dire que la lumière va arriver sur mon objet et s'arrête. Donc elle ne rentre pas dans mon objet transparent. Si je mets de 2, ça traverse juste l'objet, mais on voit que ça n'arrivera pas sur le cylindre, le sol, et ça ne reviendra pas à la caméra, donc on ne le voit pas, donc c'est noir. Si on augmente à 3, ça traverse, et si on augmente les valeurs, et on augmente les valeurs, et bien il y aura de plus en plus de rebonds de rayons, ce sera de plus en plus précis. Alors on va mettre une petite réfraction, par exemple de vert, voilà, comme ça on voit vraiment notre boule, et si je mets 1, 2, donc on voit quand même les réflexions, 3, on commence à voir au travers, 4, 5, voilà. Ça sert à rien d'aller dans des valeurs vraiment monstrueuses. Généralement, je vous conseille de monter jusqu'à ce que vous voyez plus de différence dans la qualité de rendu. Là, ce qui est le cas. On voit les caustiques qui sont présentes, qui sont calculées absolument de base, donc c'est vraiment super. On va mettre une petite lumière PBR. Hop. Voilà, les caustiques sont générés de base, donc c'est assez sympa, tout comme l'illumination globale et l'occlusion ambiante. Et des paramètres qui sont déjà de base. Alors, on continue. Donc, profondeur de rayon. C'est un réglage très important également si vous faites une scène d'intérieur pour l'éclairage. Vous avez une source de lumière extérieure qui rentre dans la fenêtre. Si vous voulez un éclairage donc plus lumineux et plus réaliste, il va falloir booster ce chiffre et aller sur des valeurs un peu folles. Plus ça monte, plus le nombre d'itérations, enfin chaque itération sera longue à calculer et mais votre scène sera mieux. Là, c'est rapide parce que la scène est excessivement simple, donc ça change strictement rien. Et sur des scènes un peu plus complexes, il y a de grosses différences. Alors, je vous parle d'itération depuis un petit moment, mais j'ai pas expliqué ce que c'était. Alors, ProRender utilise des itérations. Une itération, ça veut dire que le Cinema 4D a calculé l'image une seule fois. Sans itération, il a calculé l'image 100 fois et donc il l'a affiné à chaque fois. Il compare les pixels de l'image d'avant avec les pixels de l'image d'après pour pouvoir les retravailler, etc. etc. Voilà, on parlera du reste un peu plus tard. Donc on va continuer. L'occlusion ambiante, c'est si on est en mode occlusion ambiante. Anti-aliasing, échantillon. Je vais vous charger un petit cube pour mieux vous montrer. Tac, tac, tac. Je vais mettre une petite réflexion. Voilà, que ce soit joli. Qu'on voit bien le bordel. Alors, l'aliasing, c'est un effet de marche d'escalier que l'on va voir sur le bord de nos images. Donc, il y a un petit truc qui me dérange. J'ai déjà du flou. L'aliasing. On voit pas bien. Je change de matériau.
l'aliasing c'est ici, on a un effet de marche d'escalier qui va simplement être créé. Alors je vais peut-être passer à ce niveau-là. Voilà, là on le voit très bien, parfait. Ici on voit que c'est absolument pas droit, il y a comme des dents de scie, ça va pas du tout, c'est très très moche. Donc on va pouvoir aller chercher de l'aliasing. À chaque fois qu'on monte ce paramètre, eh bien il va quadriller tout simplement votre rendu et créer un échantillon dans ce quadrillage pour savoir comment tout simplement créer ce flou. Si vous passez au niveau 2, il va subdiviser le quadrillage, donc vous aurez 4 fois plus de grilles et vous aurez 2 échantillons par grille. Donc on voit déjà que en 1, le problème est pas mal réglé. Donc plus vous allez augmenter, plus le nombre d'itérations va être long à calculer, ça va être de plus en plus long très très rapidement. Par rapport à 2, on voit la différence de vitesse de calcul qui est assez faramineux. Ce paramètre-là est directement lié au filtre et à la taille de son filtre. Donc le filtre, c'est simplement différentes manières de calculer, de résoudre l'anti-aliasing. Donc il va falloir, ça utilise des courbes pour savoir comment flouter tout simplement vos pixels. Pour simplifier tous ces noms qui sont là, si on prend boîte, ça va être l'aliasing le plus brut, le plus violent, le plus grossier et le plus rapide à calculer. Plus on va descendre dans la liste, plus l'aliasing va être fin et précis. Donc si je remets par exemple en boîte, on voit que c'est très flou quand même. On perd beaucoup de définition, mais on n'a plus du tout cet effet de marge d'escalier. Mais ça floute tout votre rendu. Si on passe par exemple en Blackman Harris, on voit qu'on n'a plus cet effet de marge d'escalier et que c'est quand même beaucoup plus net. La taille du filtre, ça va être la taille c'est combien de pixels à côté du pixel qui va flouter et qui va prendre en compte. Plus la taille du filtre est importante, plus il va aller choper des pixels à côté pour les flouter, pour éviter cet effet de marge d'escalier. Donc s'il vous reste un effet de marge d'escalier, on augmente la taille du filtre. Donc là je mets vraiment à fond pour vous montrer, on a un flou qui apparaît, mais du coup ça permet vraiment de limiter ce côté d'aliasing. Donc ça permet de gérer vraiment son aliasing en ayant une faible valeur en haut, mais un bon résultat. J'ai trouvé quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Moi je vous conseille de mettre du 0,5. Donc là ici on voit que c'est pas assez flou, mais en boîte, qui est quand même un peu plus brutal, on arrive à avoir quelque chose de suffisamment lisse, avec un rendu extrêmement net. Donc ça peut être assez sympa. Plus on augmentera, par contre après en boîte on va tout de suite avoir un gros flou. Donc il faudrait plutôt aller choper du gaussien par exemple. Avec une taille de fil de 1,5, on a un rendu qui fonctionne. Mais on est un peu plus doux, l'image est plus douce et moins angulaire. Donc il va falloir savoir ce qu'on préfère tout simplement entre les deux. C'est des questions de préférence et de charme d'image à la fin, puisque de toute manière on n'a plus l'effet de marche d'escalier. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur l'anti-aliasing. Écrétage de la radiance. Alors on va aller rechercher une petite sphère. Voilà, et je vais appliquer un matériau dessus avec une petite réflexion. Hop, et je vais aller chercher une lampe. Bon, alors là le rendu va être très cramé, etc. Il va y avoir plein de Firefly, mais ça permet quand même de vous parler de cette fonctionnalité. Alors, j'en étais au écrétage de la radiance. Donc on l'active ou on le désactive, et l'écrétage de la radiance va diminuer l'impact de la luminosité des points, des rayons de lumière qui sont réfractés ou réfléchis. Donc là la lampe elle émet des rayons de lumière qui vont rebondir sur notre sphère et ensuite ils vont aller ailleurs. Plus la valeur sera basse, moins ces rayons de lumière qui vont rebondir seront lumineux. Donc, en gros, ça permet de diminuer les caustiques et ça permet de diminuer le grain un peu fou qui apparaît à cause des reflets de la lumière trop importants. Donc, si je diminue, par exemple à 1,
eh bien on voit que c'est moins lumineux, il y a moins de lumière. Alors c'est un paramètre qui n'est pas vraiment à toucher dans ce cas-là, mais vous allez parfois avoir dans vos réflexions tout simplement des points de lumière un peu partout, dans les caustiques, etc. Ça peut être disgracieux, et vous pouvez simplement baisser la valeur de l'écrêtage de radiance pour les faire disparaître, et éviter d'avoir trop d'itérations en même temps. Donc plus vous aurez d'itérations, plus votre image sera fine. Donc là on passe de 100 à 1000 par exemple, on verra le grain va s'affiner, 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 mais ça prend du temps. Donc voilà, ça permet d'éviter tout simplement de laisser votre PC calculer trop longtemps les mêmes choses. Vous avez ensuite, donc plus vous augmenterez cette valeur, moins l'écrêtage de radiance sera effectif, tout simplement, et on peut l'enlever. Le filtre anti-luciole, c'est un filtre de post-production, donc je peux l'activer, le désactiver, ça va pas relancer le rendu, on voit que les itérations continuent d'être travaillées. Et plus la valeur est basse, moins on aura de lucioles, donc les lucioles ça va être des tout petits points lumineux. Par exemple, ici on aurait un point blanc, et bien en activant le filtre anti-luciole, ça va les faire disparaître. Si on met une valeur très très faible, et bien le filtre anti-luciole sera plus fort. Bon, après, je vais quand même vous avouer que j'ai jamais réussi à voir de différence dans mes rendus, donc on le laisse de base. Touchez-y si jamais vous avez un problème de luciole, mais je trouve que c'est plus avec l'écrêtage de radiance ou plus d'itération qu'on règle le problème. On a ce genre de problème avec les lucioles, donc fireflies en anglais, quand on a des sources de lumière, des sources lumineuses qui sont beaucoup trop petites. Du coup, il n'y a pas assez d'échantillons qui sont créés. Et du coup, on a des défauts de rendu, tout simplement. Alors hop, je vais la rapprocher. Donc on voit qu'il y a des paramètres qui ne sont pas présents dans Aperçu, puisque on n'est pas forcément... c'est quelque chose de plus rapide, tout simplement, pour travailler, quoi. Il n'y a pas... Bon, voilà, voilà. Alors, le niveau de détail... vous avez des objets, des outils en fait. Par exemple, un cloneur, si vous mettez niveau de détail à 100% et vous avez demandé 100 clones, vous aurez 100 sphères. Si vous mettez à 10%, eh bien vous aurez que 10% des 100 sphères demandées, donc 10 sphères. Si vous mettez 200%, vous aurez deux fois plus de sphères que celles que vous avez dans la vue de perspective. Donc ça peut être utile si jamais en fait vous avez un PC qui commence un petit peu à ramer par rapport à tout ce que vous avez mis. Vous avez bien paramétré votre cloneur, etc. Et dans le rendu, vous pouvez clic droit, Cinema 4D, euh, rendu, et il y a un paramètre, propriété, je sais plus bien où. En fait, on va pouvoir baisser ce niveau de détail, et en fait, vous allez voir très peu dans votre vue, très peu d'objets, et lors du rendu, vous pouvez mettre 200% par exemple pour en avoir encore plus, pour que le rendu soit plus lourd. Bon, faites attention toujours à ne pas faire cracher votre ordinateur. Donc voilà, niveau de détail, c'est un peu particulier. Le NND, rendu d'affichage frontal, tout ça, les annotations, c'est ce qui est affiché sur le... C'est ces trucs-là, si vous voulez l'avoir dans votre rendu final, eh bien vous pouvez. Il suffit de cocher les cases. Arrêtez le rendu, donc soit au bout de 1000 itérations, ou le choix que vous voulez, soit après une limite de temps, par exemple jeu qui calcule 60 secondes par image, soit un seuil. Alors le seuil, c'est absolument génial comme manière de calculer votre image, tout simplement parce que le nombre d'itérations, les itérations sont de plus en plus longues à calculer en fonction de la complexité de votre scène. Mais la complexité de la scène peut changer. Certaines scènes, par exemple ici, on aura besoin de beaucoup plus d'itérations que sans la lumière. Et on peut très bien avoir une scène avec une lumière qui apparaît. Donc si on met le seuil, eh bien il fera de plus en plus d'itérations, plus la scène est compliquée. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en sélectionnant un seuil avec une bonne valeur, vous allez pouvoir faire apparaître une lumière, et le temps de calcul de l'image deviendra de plus en plus long, mais la qualité de votre image sera toujours irréprochable. Donc il faut comprendre le seuil comme un, un choix de qualité de votre image. Il va choisir le nombre d'itérations pour arriver à
un grain qui soit suffisamment fin par rapport à ce que vous avez sélectionné. Plus la valeur du seuil sera faible, plus il va devoir faire d'itérations pour virer tout le grain de votre rendu. Plus le seuil sera important, plus il va se dire c'est bon, j'ai fait mon taf, je passe à l'image suivante. Pour calculer ce seuil, pour savoir à peu près comment il va s'arrêter, il calcule donc le grain de l'image d'avant par rapport à l'image suivante. S'il y a une différence notoire, il continue. Donc s'il y a une différence de 5%, par exemple, si je mets là 5%, eh bien il s'arrête. S'il y a une différence de 7%, il continue. À peu près comme ça. Donc plus la valeur est petite, plus il va être exigeant dans la différence du grain. Et donc plus le rendu sera long. Donc on peut vraiment avoir un rendu d'une image, par exemple si je mets un seuil de 2%, qui sera très rapide au début parce que la scène est simple. Et dès que la lumière arrive et se rapproche, par exemple, et ben, prendre beaucoup plus d'itérations, mais la qualité d'image sera égale. Donc pour un rendu final, c'est génial, c'est très adaptatif par rapport à votre rendu. Donc c'est vraiment très très belle option, très bien réussi de la partie Cinema 4D. Un, un bon bonheur. Et on peut dire jamais, genre bosse à fond quoi, jusqu'à ce que tu t'arrêtes, jamais. Voilà, donc on va quand même rester sur le nombre d'itérations. Mettre à jour le rendu. Alors, si je fais un rendu ici, on constate que il rafraîchit souvent la, le rendu, d'accord? On va mettre sans itération, comme ça, on verra mieux. Voilà. Si je lui dis de rafraîchir le rendu toutes les 100 itérations, donc là on voit la vitesse à laquelle ça évolue. On va laisser finir, voilà. Je relance. Il a mis 13 secondes pour calculer l'image. Ok? Là, ici, l'image, on n'a que la première itération. Et il continue de calculer, ça ne bouge pas. Quand on arrivera à la prochaine itération, boum, on a notre image. On est passé à 12 secondes. Si je lui demande de rafraîchir toutes les itérations, et qu'on lance le rendu, il va, après avoir calculé une itération, venir le charger dans votre visualiseur, et ça va prendre un temps beaucoup plus important. Donc à 12 secondes, il avait fini. Là, on en est à 12 et il a fait un peu plus de la moitié. Donc on voit vraiment qu'aller charger cette image, ça demande beaucoup de ressources à votre ordinateur. On est passé à 18 secondes. Donc si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, eh bien vous mettez la même valeur que le nombre d'itérations pour tout simplement que le PC se concentre sur le calcul de votre image et continue et aille le plus loin possible. Si vous êtes en train de chercher la valeur de seuil, il faut avoir un intervalle d'itération plutôt faible pour vraiment savoir combien d'itérations ou quel seuil vous voulez vraiment mettre pour votre rendu. Donc voilà, ça vous permet tout ça. Et là, je suis obligé de le rendre ici dans le visualiseur et pas en perspective, sinon ce paramètre ne fonctionne pas. Enfin, on le voit que là-bas, quoi. Rendu par paquet. Alors, le rendu par paquet, c'est une option assez sympa qui va permettre de rendre l'image par paquet, tout simplement, et on a la taille des paquets. Donc ici, on voit un paquet de 512 par 512 pixels, et une fois qu'il aura fini ce paquet-là, il va en créer un autre. On voit ici qu'il en est à 3 paquets sur 6, donc on peut avoir une petite idée d'où il en est. L'intérêt de cette option, c'est que vous pouvez avoir un bug de votre carte graphique, un message d'erreur qui dit que la scène est trop lourde pour votre carte graphique et elle n'arrive pas à tout charger et vous pouvez pas faire votre rendu. C'est une solution d'activer le rendu par paquet. Donc il faut quand même qu'il puisse charger toute votre scène, parce que sinon il va y avoir des erreurs de rendu un peu folles, mais en se concentrant que sur des petites zones, ça les libère un petit peu de charge à votre carte graphique, et donc vous pourrez charger des scènes plus lourdes. C'est surtout en fait si vous voulez faire des images très 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 grandes. Par exemple du 120K, soyons fous. C'est une option qu'il va falloir activer obligatoirement. Votre PC ne pourra pas s'occuper entièrement de toute cette image. Il va falloir qu'il s'en occupe paquet par paquet, mais que toute la scène soit chargeable dans votre carte graphique. Donc voilà à quoi ça sert. Plus vous allez diminuer la largeur des paquets, plus ils sont tout petits, plus du coup vous pourrez, en fonction de la capacité de votre PC, faire de grandes images. Mais plus ça sera petit, moins vous profiterez totalement de la capacité de vos cartes graphiques. Donc il faut trouver un bon compromis. J'ai pas vraiment d'expérience là-dessus, j'en ferai pas non plus puisque j'utilise Octane et bon, c'est sympa, mais bon, c'est pas foufou non plus par rapport à Octane.
Mais en tout cas, c'est une nouvelle fonctionnalité très 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 appréciable pour les gens qui utilisent Cinema 4D. C'est vraiment un gros bonheur ça. Donc voilà, je n'ai pas de conseils à vous donner sur la taille des paquets. Je sais qu'il ne faut pas aller trop bas non plus, mais il faut que votre PC puisse calculer l'image. Résolution de la texture, il est possible que lorsque vous chargez une texture sur votre sphère, eh bien, elle soit totalement pixelisée. Eh bien, vous augmentez tout simplement ces valeurs pour pouvoir les rendre plus fines. Si ce sont des textures au-delà de 8 bits, parce que des fois vous avez des PSD 32 bits, etc., eh bien, il faut venir le spécifier ici. J'ai jamais eu de problème avec mes textures sur mes tests, mais voilà, vous pouvez en tout cas les améliorer. Il faut savoir que plus vous augmenterez cette valeur, plus vous allez charger tout simplement votre carte graphique, puisque les textures seront plus importantes, hein. C'est comme quand vous chargez une texture 4K, c'est forcément plus long qu'une texture 1K. Donc on est un petit peu dans ce concept-là. Donc ça sert à ça. Dans Aperçu, vous retrouverez absolument tous les éléments que je vous ai expliqués, sauf la mise à l'échelle de la résolution. Donc ça, c'est lorsque vous allez déplacer votre vue. Donc quand je déplace ma vue, on voit qu'il y a un gros grain et on est en 1/8. Donc je vais passer en 1/16 pour vous montrer, ça va beaucoup clignoter. Les épileptiques, fermez les yeux. Bon bah là ça va en fait. J'ai fait un test, c'était assez fou. Donc voilà, ça permet de fluidifier tout simplement un petit peu votre viewport et de travailler dans de meilleures conditions. Si vous mettez en 1.1, ah oui, non mais il faut que je mette en réglage d'aperçu, voilà. Donc 16, voilà. Ça défonce les yeux. Et en 1.1, eh bien ça ne change strictement rien. Et ça rame beaucoup plus que si je suis en 1/16. Mais bon, 1/16 c'est un peu violent quand même pour les yeux. Donc voilà tout simplement à quoi ça sert, c'est en fonction de la puissance de votre PC. Général, lumière par défaut. Donc quand vous chargez un HDR, eh bien vous avez un HDR, un ciel, vous avez un HDR par défaut. Et il y a également une lumière. Donc si je supprime le ciel, on voit qu'on a toujours un éclairage. C'est notre lumière par défaut. Si je la désactive, il n'y a plus de lumière. Le ciel, en fait, ils sont identiques, hein. Hop. C'est le soleil qui est là, ils ont paramétré les deux, donc c'est plutôt sympa d'avoir une petite lumière de base. Mais on peut la supprimer si vous voulez refaire complètement votre éclairage. Le bruit statique, voilà, ça permet tout simplement d'avoir une génération de bruit totalement identique. Donc c'est les échantillons qui sont générés exactement de la même manière. C'est plutôt pratique quand on va faire des animations, ce genre de choses. Moi j'aime bien l'activer. Si vous mettez comme suffisamment d'itérations, excusez-moi, je bois. Pour le rendu final, si vous mettez suffisamment d'itérations, la différence ne se voit pas forcément. Enfin, c'est mieux de ne pas avoir le bruit statique si si vous pouvez mettre vraiment suffisamment d'itérations, que le bruit est très fin, ce sera un petit peu plus vivant, un peu plus réaliste. Parce que la génération de la lumière sera tout le temps différente, mais donnera presque tout le temps le même résultat. Et c'est suffisamment fin pour que ça ne gêne pas, et ça donne quelque chose d'un peu plus vivant et de plus sympa. Epsilon du rayon, c'est en gros l'échelle de l'éclairage de votre scène. Donc plus votre scène va être grande, par exemple, si je fais un petit bonhomme, mais mon petit bonhomme il fait 200 km de haut, c'est pas gênant en 3D en soi, mais il va falloir adapter Epsilon du rayon, le mettre beaucoup plus grand pour que ça s'adapte avec l'échelle, puisqu'un homme il est censé faire 2 mètres, pas 200 km, et donc du coup vous allez avoir des soucis au niveau du rendu. Donc là si je mets un Epsilon beaucoup trop important, on voit que l'ombre a complètement disparu, puisque en fait il calcule une scène qui est beaucoup trop petite, c'est du coup c'est comme si on était beaucoup trop proche, donc voilà, ça fait n'importe quoi. Si je mets 1000 par exemple, voilà, on a d'autres problèmes de calcul de l'image, c'est particulier. Donc ça dépend en fait totalement de la scène, de la taille de votre scène, il va falloir toucher un petit peu ce paramètre. Mais normalement, si vous faites quelque chose à taille réelle, il n'y aura pas de problème, ce sera bon. Mais voilà, si vous faites du vraiment microscopique, ce sera comme ça. Excusez-moi, je vous rappelle. Donc,
Processeur, substituer les réglages, donc en fait c'est pour pouvoir préciser à ProRender, à Cinema 4D, qu'est-ce qu'on va utiliser pour le rendu, parce qu'on peut utiliser par exemple que quelques GPU, que quelques cartes graphiques, etc. Donc c'est un petit peu expérimental, moi quelles que soient les valeurs, je ne vois pas de différence euh, notoire, donc voilà, mais on peut gérer, il y a peut-être un problème de driver chez moi, je ne sais quoi. On voit que c'est encore un peu expérimental, donc c'est pas forcément étonnant si ça fonctionne pas, mais ça devrait bientôt changer. Il va y avoir des mises à jour qui vont arriver, bien sûr, rapidement, quand il est marqué expérimental. Faut jamais s'étonner si ça ne réagit pas comme on l'espère. Voilà, et bien écoutez, moi je vous ai montré tout ce que je savais sur le ProRender, donc j'espère que ça vous aura vraiment beaucoup aidé, beaucoup éclairé, et que vous avez absolument tout compris. Et j'espère que vous allez beaucoup vous amuser avec ce moteur de rendu, puisqu'il permet quand même de faire des choses assez sympas. Ça a l'air très 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 prometteur.